Salut toi! Aujourd'hui j'ai envie de te faire le fameux tag qu'il y a sur le booktube américain, c'est-à-dire les Mid-Year Freakout Book Challenge. Admire mon accent anglais s'il te plaît. Enfin mon accent américain. I'm an American. Parce qu'on est en juin, que c'est la moitié de l'année, donc du coup on peut faire un petit bilan de moitié d'année, tu vois. Je veux vraiment suivre les catégories du tag, même si je vais un peu tricher parce qu'il y en a que je crois que j'ai enlevé parce que j'avais pas envie d'y répondre, et la plupart j'ai jamais un seul choix, j'en ai 30 000, voilà. Parce que je suis une personne qui ne sait pas faire des choix, c'est formidable dans la vie. En même temps, pourquoi choisir quand on peut tout avoir? J'ai même pas de couleur préférée, moi j'aime toutes les couleurs du monde. J'aime pas faire des choix. Bref, c'est parti! Alors, la première question c'est quoi le meilleur livre lu depuis le début de l'année 2024? Je ne sais pas. En vrai, j'ai plutôt eu un excellent début d'année en termes de lecture. J'ai vraiment eu plein de livres qui sont très hauts pour moi. Donc comment choisir qu'un seul? Je ne sais pas. Donc je vais en choisir deux. Il fallait que je fasse un choix, tu vois, parce que sinon cette vidéo n'aurait pas eu de sens. Donc j'ai choisi en meilleure lecture de ce début d'année. Tadam! Le Chant du Loup, écrit par T.J. Klune et aux éditions Bookmark. C'est celui qui m'a le plus marqué, c'est celui qui me reste, c'est celui qui m'a procuré le plus d'émotions. Et c'est fou parce que il se passe que dalle! C'est vraiment une histoire de loup-garou, mais classique! Mais je sais pas, il y a un truc qui s'est passé avec moi qui fait que j'ai adoré Le Chant du Loup. La pub de T.J. Klune, elle est pépite. Son personnage principal, Ox, mais je l'aime d'amour, j'aime Ox tellement fort. C'est juste formidable, Le Chant du Loup. On suit les aventures d'Ox, qui au début de l'histoire est un jeune adolescent, tu vois, je pense qu'il a genre 14 ans, un truc comme ça, je sais plus son âge exact. Et il est pas très bien parce que son père vient de quitter la maison, hein, il vient de quitter sa femme, ça arrive, tu vois, c'est pas très grave, mais il a quitté aussi son fils, hein, parce qu'il se barre et il reviendra plus jamais, tu vois. Et en gros, en le quittant, il lui dit « Ox, tu vas en baver toute la vie parce que t'es une petite merde. » Voilà, il lui dit pas ça comme ça, mais c'est l'idée, tu vois. Ox, du coup, c'est son père, donc c'est une info qui lui reste là dans la tête, hein, et qui lui restera à vie dans la tête. J'ai oublié de préciser que c'est une quadrilogie, il y a 4 tomes, il est un petit peu chafouin, hein, le petit Ox. Et un jour, t'as un petit garçon comme ça qui lui saute dans les bras, qui le sent comme ça. Ah, ton odeur! Ox, il est là. Enfin, j'ai pourtant pris une douche. Non mais tu sens trop bon. Et comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Jo. Et où t'habites? Et qu'est-ce que tu es? Parce que moi je suis... J'ai pas le droit de te dire ce que je suis. Mais voilà. Et je vais te raconter ma vie en 2 secondes et demie. Et tu sais quoi? T'es à moi. Voilà, je décide t'es à moi. Je rappelle qu'il ne connaît pas ce petit garçon. Voilà. Bref. Il rencontre ce petit garçon et de là, sa vie va changer puisque il va être intégré dans la famille de ce petit garçon qui s'appelle Joe du coup. Et il se trouve que c'est une famille de loup-garou, comme tu pourras t'en douter en regardant cette magnifique couverture. Tu pourras aussi t'en douter grâce au titre, hein, Le Chant du Loup, ça parle de loup-garou. Déjà, il y a une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour très cringe au départ, parce qu'il y a un grand écart d'âge entre les personnages concernés par l'histoire d'amour, et au-delà, t'es là, ah, c'est chelou, et en plus, t'as toute la famille du mec le plus jeune qui sont en mode, enfin, qui encouragent, tu vois, cette histoire d'amour, t'es là, non, fais pas ça, enfin, il est jeune, c'est un enfant. Une fois qu'ils sont tous les deux adultes, là c'est tout mignon, tout doux, une histoire d'amour formidable. Et tu sais que moi je suis une vieille meuf aigrie, hein, donc vraiment je suis pas touchée facilement par les histoires d'amour. Mais alors là, mais en fait ce qui m'a touchée plus que l'histoire d'amour, c'est ce truc d'appartenance. C'est-à-dire que Ox, il se trouve appartenir à une famille, à une communauté, et il y a de l'amitié, une amitié qui est si forte. Bref, c'est formidable Le Chant du Loup. Ça n'a pas été évident, parce que il y a plein d'autres livres qui sont... qui tu vois, qui lui colle au cul là, comme ça, mais je pense voilà, que celui-là et un deuxième, parce que j'en ai quand même choisi 2, hein, je t'ai dit, pour moi c'était impossible de départager, et surtout que les deux c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Le Chant du Loup est une de mes meilleures lectures de 2024, et il y a aussi Babel. Donc
Babel, écrit par R.F. Kuang et aux éditions de Saxus. Que dire de Babel? Que dire de Babel? Babel, ça a été une claque monumentale. D'ailleurs, si tu veux mon avis détaillé sur Babel, j'ai fait un vlog où je découvre Babel, je t'invite à aller le voir parce que là, je vais pas être très longue sur Babel. Babel, c'est aussi une pépite. C'est beaucoup plus dur à lire que Le Chant du Loup parce que si tu veux, Le Chant du Loup, tout le long de ta lecture, tu te prends des petits câlins tout doux, tout mignons, tu vois, t'es comme ça, les petits câlins et tout. Là, Babel, tu te prends des claques tout au long de ta lecture. Voilà, c'est une autre ambiance. Mais moi, comme j'aime souffrir, j'aime tout autant. Ne me juge pas s'il te plaît, je sais que toi aussi t'aimes souffrir. On suit le jeune Robin Swift qui est cantonné et qui, au début de l'histoire, est en train de décéder. Voilà, aux côtés de sa mère qui est d'ores et déjà un cadavre. Voilà, j'ai dit qu'on se prenait des claques, hein, dès le début comme ça, là. Et du coup, le jeune Robin Swift est sauvé par un professeur, monsieur, qui décide de recueillir le jeune garçon et de l'emmener chez lui en Angleterre pour l'envoyer plus tard étudier dans une branche de l'université d'Oxford, à savoir Babel. Et pourquoi faire, me diras-tu? Parce qu'à Babel sont formés des gens qui vont utiliser la traduction, donc c'est-à-dire des gens qui sont très très forts en langue, hein. Et il se trouve que Robin Swift, en plus d'être cantonné, parle le mandarin, il me semble, parle l'anglais, va apprendre le grec et le latin avant d'aller à Babel, hein. Le professeur va lui faire apprendre un certain nombre de langues pour pouvoir justement intégrer Babel. Donc c'est de la Dark Academia. Si tu t'attends à une fantasy pure et dure, bah c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement de la magie, mais vraiment je mets des guillemets à magie parce que c'est de la science en fait, hein. C'est pas la science de notre monde, c'est une science complètement fictive, mais dans cet univers-là, c'est de la science, hein, bien plus que de la magie. On suit l'apprentissage de ce truc-là, mais du coup, dans les faits, ce n'est pas beaucoup utilisé. Donc c'est pas un univers de fantasy foisonnant. Et on n'est pas non plus totalement dans un autre monde, c'est-à-dire que c'est comme si on était dans une version parallèle d'Oxford. Tu vois ce que je veux dire? Ce livre est formidable parce que il aborde des sujets de société extrêmement importants. Il aborde le colonialisme, il aborde la traduction. C'est comment sont utilisées les langues dans les différents peuples, ce genre de choses. Ça aborde les questions de racisme, de sexisme, tu vois, je te parlais d'appartenance. Je pense que c'est des sujets qui me touchent parce que là, ça aborde aussi ce truc-là d'appartenance, puisqu'on a un garçon qui a été arraché à son pays de naissance tout petit, et du coup, il ne se sent pas appartenir à son pays de naissance, mais il ne se sent pas non plus appartenir au pays dans lequel il a toujours vécu finalement, tout simplement parce que les individus lui renvoient à la figure qui ne ressemble pas à un anglais. C'est formidable, Babel. Voilà, je vais pas en dire plus parce que ça sert à rien, juste découvre Babel, c'est fantastique. La deuxième question, c'est la meilleure suite lue depuis le début 2024. Et là encore, je vais tricher parce que en fait j'en ai 3 à égalité. Il y en a une dont je vais pas parler puisque c'est la suite du Chant du Loup, à savoir le Chant du Corbeau, qui est aussi formidable. Et sinon, par contre, je vais te parler des 2 autres. Il s'agit de Les Disparus du Clair de Lune, le 2e tome de La Passe Miroir, écrit par Christelle Dabos et aux éditions Gallimard Jeunesse. La Passe Miroir, le tome 1, j'avais adoré parce que j'avais adoré la plume de Christelle Dabos que j'avais trouvée extrêmement belle. Elle était fluide mais elle était poétique en même temps. C'était très très beau. J'avais beaucoup aimé son univers, c'est-à-dire qu'on dirait... On sent que le monde est gigantesque, tu vois. Souvent dans les univers de fantasy young adulte, je trouve qu'il manque de consistance, c'est-à-dire t'as l'impression que le pays, voire la ville dans lequel se passent les événements, c'est tout seul, tu vois. T'as pas grand-chose autour, t'as juste à la limite un autre pays avec lequel il est en guerre et puis c'est fini, tu vois. Là, tu sens un truc foisonnant, c'est hyper intéressant, le système de magie hyper intéressant, les personnages, Ophélie, j'aime d'amour Ophélie parce que c'est marrant parce que c'est pas un personnage, dans le premier tome en tout cas, c'est pas un personnage fort, c'est pas un personnage charismatique. En vrai, tu te dirais pas c'est le personnage que t'as envie de suivre, tu vois. Et pourtant, elle est... Je sais pas, elle est vraie, elle fait très vrai Ophélie, j'aime beaucoup son personnage. Les personnages qui l'entourent, j'aime beaucoup. Et ben dans le tome 2, c'est tout pareil. Si tu veux, quand même un petit bémol pour moi, le petit truc qui a été en dessous par rapport au tome 1, c'est qu'il y a une espèce d'enquête, comme son nom l'indique, les disparus du clair de lune, à un moment il y a des gens qui disparaissent et il faut les retrouver, tu vois. Et c'est vrai que l'enquête osef un peu, tu vois. Enfin en tout cas moi, elle m'a pas façonnée. J'ai été interrompue dans mon tournage de vidéo et du coup je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? J'ai adoré tout ce qui se passe entre les personnages dans ce tome-là. J'ai adoré la fin. La fin, je la trouve... Enfin, la fin, elle te donne envie de lire la suite. Vraiment, t'es là. Hein? What?
encore. Voilà, la fin est formidable. La plume est toujours aussi belle que dans le premier tome. Vraiment, c'était une suite très 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 réussie pour moi. Et du coup, en meilleure suite, il y avait aussi le tome 2 d'Absolu, Les Effacés, écrit par Margot Dessen et aux éditions Big Bang. Donc j'ai adoré le tome 1. Je suis désolée, je t'ai pas fait de résumé du tome 2 de la passe miroir. Par contre, du coup, je vais en faire un pour Absolu. Dans le tome 1 d'Absolu, en gros, on était dans une Pologne dystopique dans lequel tous les ans, 100 personnes, 100 jeunes sont mobilisés pour être envoyés dans ce qu'ils appellent la zone pour pouvoir affronter ce qu'ils appellent la chose qui est une espèce de monstre qui terrorise la Pologne. Le tome 2, bah je peux vraiment pas te dire ce qui se passe dans le tome 2 parce que sinon c'est spoiler le tome 1. Voilà, donc je vais rien dire sur l'intrigue, mais par contre ce que je peux dire c'est que bah tout comme le tome 1, c'est prenant, t'es avec les personnages. C'est aussi intriguant parce que bah le tome 1 se finit sur un gros cliffhanger et du coup t'es là ah je veux lire le tome 2. Bah j'ai attendu pour lire le tome 2 parce que j'ai acheté le tome 1 quasiment à sa sortie donc j'ai attendu pour lire le tome 2. J'adore presque tous les personnages, je dis presque parce qu'il y a des personnages forcément que t'aimes plus que d'autres et d'autres que dont tu t'en fiches un petit peu plus. Margot Dessen fait partie des autrices sadiques qui tuent ses personnages comme ça, voilà. Donc si je te dis qui y a dans ce tome 2, ben, tu sais qui est vivant, qui est mort, voilà, donc je vais rien te dire non plus. Mais en tout cas, les personnages, j'ai adoré les retrouver. Et vraiment, la suite est autant pépite que le tome 1. J'ai vraiment adoré et j'ai très hâte de découvrir le tome 3. La prochaine question, c'est une sortie de cette année que je n'ai pas encore lue, mais qui me tente énormément. Donc on va faire très court pour cette catégorie. En vrai, il y en a plein, mais je pense que le livre qui me tente le plus, et pourtant je vais probablement pas le lire tout de suite, tout simplement parce que je suis en challenge et que pour l'instant il ne rentre pas dans les catégories du challenge. Donc je ne peux pas le lire et j'ai envie de le lire et je peux pas parce que voilà, quelle idée de faire des challenges aussi, Bon, enfin bref, du coup, je vais pas le lire tout de suite, mais j'ai très envie de le lire et c'est Yellowface, voilà. Yellowface, du coup, qui est écrit par R.F. Kuang, comme Babel. C'est la raison principale pour laquelle j'ai très envie de le lire, parce que j'ai adoré Babel. Même si ici, parce que tu sais que moi, mes genres de prédilection, c'est les genres de l'imaginaire. Pourtant, Yellowface, c'est du contemporain, limite enquête, mais je suis sûre que, écrit par R.F. Kuang, je vais adorer. Si mes souvenirs sont bons, mais du coup, comme je l'ai pas lu, je vais faire un résumé de mes souvenirs du résumé. Je crois qu'on suit une meuf qui, en gros, a sa pote qui décède devant elle, sauf que sa pote est écrivain et qu'elle a écrit un manuscrit. Et en fait, la meuf, apparemment, lui vole son manuscrit pour pouvoir le publier à la place de sa copine morte. Voilà, je crois que c'est un truc comme ça. Le problème, c'est que le manuscrit parle, il me semble, en tout cas, est en rapport avec la Chine, que sa copine morte était elle-même chinoise, mais que la meuf en question, qui vole le manuscrit, est blanche. Peut-être tu commences à voir les questionnements qu'il y a dans cette histoire. J'ai très hâte, c'est assez court, donc dès que je serai plus en challenge, ça va être probablement le premier livre que je vais lire. J'aime beaucoup cette petite édition collector là, qui est ma foi très simple, mais je sais pas, simple et efficace pour moi. D'autant plus que en dessous, c'est le manuscrit, le fameux manuscrit du coup qui s'appelle Le Dernier Front. J'adore le détail qui est que t'as le prénom de la vraie autrice qui est décédée, qui est barré pour mettre le prénom de la grosse voleuse. Voilà, j'aime bien ce petit détail là. J'ai très hâte de lire cette histoire. Est-ce que c'est le livre que j'ai le plus envie de lire dans ma bibliothèque? Je ne sais pas, mais en tout cas, parmi les sorties de 2024, c'est clairement celui que j'ai le plus envie de lire. Tu retrouves ta petite place, mon petit bébé d'amour. Maintenant, je vais te parler de ma plus grosse déception depuis le début 2024. Broken Bounce, écrit par Gibri et aux éditions Corrigan. Non, sur le coup, je me suis juste dit que j'ai pas aimé. Avec le recul, je pense que j'ai détesté ce livre. Je ne comprends pas sa hype, parce que il a une hype de malade. Les gens aiment cette histoire, je ne capte pas. Chacun ses goûts, voilà, je suis pas en train de juger, tu fais bien ce que tu veux, il y a pas de problème. Déjà, ce premier tome, j'avais l'impression que c'était une bande-annonce. Il se passe rien. Il y a rien d'intéressant, mais par contre, on est en train de te dire qu'il va se passer des trucs intéressants dans les tomes suivants. Mais non, en fait, j'ai besoin que tu me racontes des trucs, déjà, dans ce tome-là. Et non. Tu me racontes rien, un livre, donc ça m'intéresse pas. Le personnage principal, je l'ai trouvé inintéressant au possible. La plume, elle est vulgaire. C'est pas grave, il y a des plumes vulgaires que j'aime beaucoup. Au contraire, moi, en vrai, quand tu sais bien manier une plume grossière, je peux adorer. Là, c'est mal fait. On dirait moi quand j'étais au collège. Et je pense que le pire, c'est l'histoire en elle-même. C'est-à-dire que on suit une meuf, donc cette meuf-là,
qui, dans cet univers-là, est lié à d'autres personnes. En fait, il y a certaines personnes, elles ont des dons. Plus t'es proche de tes liens, plus tes dons sont accentués. Plus ils sont forts, plus ils sont impactants. Elle a décidé qu'elle allait fuir très très loin de ses liens, et au début de l'histoire, en gros, ses liens l'ont retrouvée. Et donc, du coup, ils lui ont dit, non, en fait, meuf, tu restes ici avec nous, t'as pas le choix, et tu vas étudier dans une académie. Pourquoi? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'elle étudie là-bas? On ne sait pas. Voilà. Son don, on ne sait pas. Le don de la plupart des gens qui l'entourent, on ne sait pas. Voilà, hein. On saura certains trucs en vrai à la fin, là, dans les toutes dernières pages. Là, on sera, ah, ok, c'est intéressant. À la page 300 sur 350 pages. Ouh. Et on ne saura pas tout, hein. Il y a plein de trucs qu'on ne saura pas, parce qu'on sera probablement dans le tome 2. Mais c'est pas grave. Quand t'as des trucs à te mettre sous la dent, il peut y avoir plein de trucs à garder pour les tomes suivants. Mais là, tout est à garder apparemment pour les tomes suivants. Ces liens ont décidé qu'elle allait suivre des études, donc ils ont décidé des choses pour elle. Hein. Elle a pas son mot à dire en fait. Absolument pas, à aucun moment. Hein. Et le pire, c'est que les 3/4 de ces liens sont des gros connards toxiques, et voire pour certains sur des gros agresseurs sexuels. Et on sent, hein, on renifle que dans les tomes suivants, ça va être en mode oui, mais tu comprends, il a des fêlures. Et je pense que j'ai raison, parce que la dernière fois, je suis tombée sur une avis d'une personne qui disait que ses personnages préférés, en gros, c'était les plus gros connards, en tout cas du tome 1. Et elle disait, oui, dans le tome 1, je les aimais pas, parce qu'ils font des trucs pas très cool, mais au fur et à mesure, en fait, ça va. Et je précise un truc, c'est aucun problème quand il y a des agressions sexuelles qui sont remises en cause, qu'on te dit que c'est pas bien. Là, on sent que c'est pas ça. On sent vraiment que c'est pas ça. Je me trompe peut-être, hein. Dis-moi en commentaire si tu as lu, je crois que c'est sorti jusqu'au tome 3, un truc comme ça. Si j'ai tort, je lirai toujours pas la suite, hein, parce que vraiment j'ai pas envie de m'infliger ça. Mais je serais ravie quand même de savoir que j'ai tort. Et je serais très rassurée parce que vraiment, ce livre a eu une grosse hype. Et je suis très très déçue parce que je trouvais la proposition intéressante, je trouve le livre très très beau, hein, avec ces petits papillons là, j'aime bien les papillons. Avec ce petit squelette là, j'aime bien les squelettes, enfin voilà, je trouve le livre, ma foi, de toute beauté. Je suis très deg parce que je veux probablement revendre ce livre, parce que je n'ai aucun intérêt à garder un livre que je n'aime pas. J'ai eu plusieurs lectures que j'ai pas aimées, hein. Mais il y a eu zéro hésitation parce que j'étais sûre à 80% d'aimer ce truc là. Et ben en fait non. On passe à la prochaine catégorie qui est ma plus grosse surprise depuis le début 2024. Et là encore, je triche, parce que j'en ai 3 à égalité que j'ai pas su départager. Et d'ailleurs, les 3 ont un point commun, parce que les 3, c'est des livres jeunesse. Il s'agit de ces 3 bébés-là. D'abord, La ville s'en vend d'Éléonore de Villepoix et aux éditions Hachette Roman. Pourquoi ça a été une très grosse surprise? Parce que je n'attendais absolument rien. C'est-à-dire que je l'ai pas vu passer sur les réseaux sociaux. J'ai vu la couverture, je me suis dit c'est trop beau, j'achète. Parce que je suis superficielle. Et du coup, j'ai vu la couverture, je me suis dit c'est trop beau, j'achète. J'ai acheté. J'avais aucune attente parce que je crois que j'ai même pas lu le résumé. C'était pour te dire que je ne savais même pas de quoi il s'agissait un temps soit peu. Et en fait, j'ai découvert une histoire hyper intéressante pour du jeunesse. J'ai vraiment beaucoup aimé. En gros, on suit 2 personnages principaux, Arca et l'Astyanax, qui a un nom de médicament. La petite Arca, elle veut rentrer dans son ville sans vent parce qu'elle cherche son papa, qui apparemment serait un mage dans cette ville sans vent, alors que de l'autre côté, l'Astyanax vient de perdre son mentor, puisqu'il était en train de faire des études de mage, ce qui va propulser le jeune Astyanax, qui a à peine 19 ans, haut dans les sphères de la société. Et on suit l'histoire de ces 2 personnages dans cette fameuse ville sans vent. L'histoire paye pas spécialement de mine, tu vois, on se dit bon, c'est de la fantasy assez classique, mais c'est très bien fait. Il y a un propos social, puisque la ville est construite avec un système d'étages, les plus hauts sont tout en haut et les plus bas sont tout en bas. Les personnages, surtout le personnage d'Arca, parce que j'avoue que le personnage de Astyanax, bon, il m'a pas marqué. Mais le personnage d'Arca, elle est exceptionnelle. C'est une enfant, je l'adore. L'intrigue, au tout début, tu te dis bon, c'est classique. Et au fur et à mesure, en fait, ça s'éloigne, et par exemple, la fin, on ne s'y attend absolument pas. J'ai vraiment adoré La Ville sans vent, c'est une duologie, je n'ai pas encore lu le tome 2, je sais pas ce que j'attends. Vraiment, il faut que je lise ce tome 2 parce que le tome 1 était trop bien. Ensuite,
D'Henri d'Oreiller de Flore Vesco et aux éditions L'École des loisirs. C'est une réécriture de La princesse au petit pois. C'est très 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 bien fait. Je n'ai même pas envie de te faire de résumé. De toute façon, on part sur quelque chose et en fait, on va complètement ailleurs. C'est-à-dire le début n'a rien à voir avec la fin de l'histoire, mais vraiment. C'est hyper surprenant. Je t'invite juste à découvrir ce livre sans trop en savoir. En gros, on a un prince qui cherche des prétendantes et la seule condition, c'est que les filles dorment une nuit dans sa maison. Je sais que dit comme ça, on dirait que le prince est un gros dégueulasse. Peut-être qu'il l'est vraiment. En tout cas, il ne s'agit pas que de ça. Peut-être un peu. C'est du jeunesse par contre, je rappelle, donc je te rassure, c'est pas sale. Très 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 grosse surprise, c'est un livre très court. Moi, je suis pas très livre court. Et vraiment, lui, il m'a enchantée. C'est un livre qui m'a enchantée. Et la dernière surprise, c'est Prospérine, virgule point, et la phrase sans fin. Alors lui, c'est un petit peu moins une surprise quand même que les deux autres, parce que les deux autres, je m'attendais à rien. Prospérine, j'en avais entendu parler, je m'attendais à ce que ça me plaise. Mais c'est une surprise dans le sens que c'est un ovni déjà. Enfin déjà, le principe même de l'histoire, c'est pas très banal, tu vois, parce qu'on suit des gens qui existent, leur ville existe parce qu'il y a une meuf qui a écrit un manuscrit un jour. Mais c'est pas les personnages de son manuscrit. C'est des gens qui prennent soin du manuscrit, genre des lettres et tout, qui les rafistolent, qui les remettent en forme, tout ça, tout ça. Enfin bref, c'est assez particulier. On suit également une enquête, parce qu'il y a un meurtre qui se passe au tout début de l'histoire. Et en plus, la mise en page, déjà, il y a des illustrations. Et c'est sympa, on aime bien les illustrations. Et en plus, t'as des petits trucs, tu vois, genre comme ça, là. La mise en page est formidable. Et moi, j'étais comme une enfant, à chaque fois que je voyais un truc de mise en page, j'étais « Ah, trop bien !» Enfin, bref, une enfant, c'est une grosse surprise et c'était très bien. La prochaine question, c'est est-ce que j'ai eu un nouveau crush fictionnel? C'est Kylian, de La passeuse de mots. Parce que je suis un cliché. Parce que Kylian est un cliché et j'aime Kylian. L'année dernière, ça aurait été Edouard sans hésiter, hein, mon crush. D'ailleurs, entre Edouard et Kylian, c'est Edouard. Mais il n'est pas nouveau. Donc, nouveau, c'est Kylian. Voilà. Cœur sur toi, Kylian. Est-ce que parmi mes lectures du début d'année, j'ai eu un nouveau personnage préféré? Ox. C'est Ox. Dans Le Chant du Loup, personnage principal. Ox, c'est mon amour. Voilà, c'est mon personnage préféré. Je l'aime d'amour. C'est mon bébé d'amour. Là, pour le coup, il n'y a aucune hésitation. Vraiment. J'aime Ox. La prochaine question, c'est un livre qui m'a fait pleurer. Les 7 maris d'Evelyn Hugo, écrit par Taylor Jenkins Ring et aux éditions Hauteville. M'a fait pleurer fort, 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 fort. Les 7 maris d'Evelyn Hugo, du coup, on suit Evelyn Hugo. Voilà, comme c'est étonnant. Qui est une star de cinéma. Et en fait, c'est une star de cinéma vieillissante. Il se trouve qu'au cours de sa carrière, elle a été mariée pas moins de 7 fois. Sauf qu'elle a fait un petit peu, tu vois, elle a un petit peu caché les histoires et pourquoi elle a divorcé, par exemple. Enfin, tout ça était plus ou moins caché dans la presse. Et elle va décider d'aller voir une journaliste et de lui raconter toutes ces sulfureuses histoires amoureuses. J'ai vraiment pleuré à la fin, mais il y a pas mal de fois où vraiment j'étais en mode... avec une petite larme qui s'échappait quand même, tu vois, parce que voilà, j'ai pas su contenir toutes mes larmes. Mais vraiment, formidable cette histoire. Et le personnage d'Evelyn Hugo, j'adore ce type de personnage parce que c'est pas une bonne personne en fait. Elle prend des décisions discutables, mais elle est tellement humaine et on comprend ses choix. Même si moi j'aurais pas fait pareil, tu vois. On comprend quand même ses choix. Moi, en tout cas, je suis rentrée très très fort en empathie avec ce personnage qui pourtant, dans la vraie vie, j'aurais détesté cette personne. Tu vois, c'est un personnage détestable. Et là, ça l'a complètement fait avec moi. Et enfin, je termine avec la question, un livre qui m'a rendue heureuse. Celle-ci, j'ai failli la squeezer parce que je lis surtout des livres qui me rendent pas heureuse. Hein. Donc, je vais te parler de Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, qui est ma foi extrêmement, extrêmement feel good. Pourtant, il y a de temps en temps des sujets un petit peu durs. On commence quand même avec une maman qui a déjà pas d'argent et qui en plus se fait licencier pour aucune raison valable, si ce n'est que son patron est un gros connard. Voilà, c'est la seule raison. Parce qu'en gros, il veut mettre sa maîtresse à la place de notre personnage principal. C'est un gros con. Tu peux le juger, juge-le très fort. Moi, je le juge extrêmement fort. Elle fait du chantage et elle récupère quand même un petit peu d'argent. Et avec cet argent, qu'est-ce qu'elle va décider de faire? De partir en voyage avec ses filles, alors qu'elle a des dettes
monumentale à payer et qu'elle est dans la merde avec les huissiers, hein. Mais non, plus important, partir en vacances avec ses filles. Ses filles et elles vont du coup faire un road trip en Europe du Nord. Tu vois, la Finlande, la Suède et tout ça parce qu'elles veulent voir les aurores boréales. On suit 3 points de vue, donc le point de vue de la maman Anna, le point de vue de la fille ado Chloé et du point de vue de la petite fille de 12 ans Lily. Mon point de vue préféré, bien sûr, parce que j'adore les enfants, c'est le point de vue de Lily. Lily, elle me fait mourir de rire, elle est adorable, on adore fort Lily. On aime beaucoup Chloé aussi, même si Chloé elle est nettement moins drôle pour le coup. On l'aime beaucoup, elle est très très attachante. Et Anna est tout autant attachante. C'est une quête pour renouer les liens entre une mère et ses 2 filles. C'est hyper feel good. On sourit quasiment tout le long de la lecture. Avec le personnage de Lily, il y a des moments où même on se marre, on se fend la poire. Moi, c'est mon premier Virginie Grimaldi et ça m'a donné envie d'en lire d'autres. Je vous comprends pourquoi Virginie Grimaldi est tant appréciée. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à commenter. Je sais pas qu'est-ce que tu pourrais commenter comme emoji si t'es resté jusqu'à la fin. Un emoji livre ou des cœurs, je ne sais pas. Fais-toi plaisir, improvise. En tout cas, sur ce, des bisous.